C'est un problème. Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je me présente, Philippe Ginès, le directeur de l'établissement. Nous avons la grande chance aujourd'hui de recevoir deux spécialistes sur une question éminemment importante et qui va occuper les esprits certainement longtemps. Et donc autant y réfléchir et d'essayer d'imaginer tous les aboutissements et toute la complexité du sujet. Cet événement en fait s'inscrit dans un cadre un petit peu plus large. Vous savez que la Cité de l'économie, donc, on développe des activités pour essayer de faire en sorte que les sujets économiques soient dans le débat public et permettre au grand public de rencontrer aussi des gens qu'on désigne comme étant des personnes qui ont une parole à porter. Et tous les ans, on a une saison culturelle. Et cette saison, on l'a appelée cette année Transition ou rupture. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait montrer quels sont les mécanismes qui évoluent lentement ou fortement au gré des contraintes qui sont à nous ou des opportunités aussi. Et il se trouve que au-delà des conférences, des rencontres, des débats, on développe aussi des expositions et on a eu la volonté de créer une exposition temporaire justement sur la transition énergétique. Et c'est un sujet qui nous a semblé important parce que c'est un sujet qui est complexe et qui nécessite en fait la mesure de la compréhension avant de se forger soi-même un avis, une opinion. Et cette exposition, ça fait un petit bout de temps qu'on travaille dessus. C'est un travail qui maintenant a été initié il y a un peu plus d'1 an. Et il a fallu en fait se positionner sur ce qu'on voulait vous présenter. Et il nous a semblé évident de proposer quelque chose sur lequel le public se forgerait d'une certaine manière par lui-même sa conviction, son opinion, ses idées sur ce qu'il serait souhaitable comme évolution. L'idée, c'est pas de vous faire en fait une leçon et de vous dire qu'il n'y a qu'une seule voie. Non, il y en a plusieurs possibles. Alors bien sûr, il y a des contraintes, hein, ça, je ne vous le cache pas. Mais il y a plusieurs possibilités et il faut donc que chacun puisse s'exprimer. Alors vous aurez la possibilité, si vous en avez le temps, à la suite de cette exposition, de voir le reste de la Cité de l'économie, de vous balader dans les expositions permanentes, mais aussi d'aller voir cette exposition temporaire qui se trouve sous les toits au 3e étage. Et l'idée, c'est que, en fait, eh bien, chacun, vous allez un petit peu comme une sorte de QCM, en fait, vous allez faire une sorte de test psychologique, d'une certaine manière, entre guillemets, et puis vous allez dire, moi, je préfère ça sur telle question, préfère ça sur telle question, et ça va ressortir un test global sur votre perception de ce que devrait être la transition énergétique. Alors, cette exposition va être ouverte jusqu'à la fin du mois de mai. Elle est donc interactive. Et on a aussi développé une application à la fin où chacun essaye de faire un développement d'un territoire. Aujourd'hui, vous avez un territoire, une ville française qui a donc des consommations énergétiques avec des rejets de CO2. Et il faut vous imaginer qu'est-ce qui va se passer en 2050. Et à vous de construire, pourquoi pas, des éoliennes, du photovoltaïque, mettre du gaz ou pas, selon ce que vous préférez et selon les objectifs aussi qui nous ont été donnés pour réduire les consommations de CO2. Donc, je ne suis pas là pour être l'expert. Je vous ai fait la présentation de ce que l'on vous donne à voir aujourd'hui. Et maintenant, donc, je laisse la parole au panel qui a bien voulu accepter venir ce soir. Et on va se poser la question de notre compréhension aujourd'hui face à une question qui est encore plus vaste que celle de la transition énergétique, mais celle du changement climatique, qui est une partie de notre positionnement sur la transition énergétique. Merci à vous, et très bonne fin d'après-midi et soirée.
Bonsoir à tous, je suis Edwige Coupez et je vais modérer cette rencontre. Bienvenue dans cet amphithéâtre de Citéco, la cité de l'économie, pour cette conférence débat, Philippe Ginès le disait, qui inaugure donc cette exposition Énergie So What, une exposition que vous pourrez voir jusqu'au 28 mai, c'est bien ça, hein. Alors cette exposition pose la question de la transition énergétique face au changement climatique. Vous allez voir pourquoi je fais ce signe de la main quand je vais vous présenter nos invités. Cette question résonne effectivement avec l'actualité et nous allons en débattre à peu près pendant 1 heure et vous pourrez poser vos questions aussi. On vous donnera la parole à la fin, on fera passer un micro. Donc si vous en avez, notez-les sur un petit bout de papier ou dans un coin de votre tête. Pour les poser à la fin. Donc, je vous présente nos invités. Côté climatique, Jean Jouzel, bonjour, paléoclimatologue, mondialement connu pour vos travaux de recherche sur l'évolution du climat. Vous êtes une figure de la lutte contre le réchauffement climatique, lauréat aussi de nombreuses distinctions scientifiques. On va citer la médaille d'or du CNRS et le prix Vetlesen, qui est le prix Nobel pour les sciences de la Terre. Et côté transition énergétique, Michel Derdevé, bonjour, spécialiste de l'énergie et des politiques européennes, ancien secrétaire général et membre du directoire d'Enedis. Vous êtes enseignant à l'IEP de Paris, à Bruges. Vous êtes aussi président du think tank Confrontation Europe. Et vous avez publié l'année dernière, je vous le conseille, un ouvrage collectif chez Gallimard qui s'appelle et qui résume notre question d'aujourd'hui, Dans l'urgence climatique, penser la transition énergétique. Alors messieurs, effectivement, tout l'enjeu aujourd'hui est de poser des éléments de compréhension pour, comme vous le disiez, se faire un avis, se faire votre propre avis. Donc, je me tourne d'abord vers vous, Jean Jouzel. En 87, je le rappelle, avec Claude Liorus, vous avez été le premier à publier une étude établissant formellement le lien entre le réchauffement climatique et la concentration de CO2 dans l'atmosphère. J'ai envie de vous demander, aujourd'hui, face à l'urgence climatique, la priorité, c'est quoi ? Bonsoir à tous et à toutes. Merci à Philippe Ginès, à Citéco, merci à Edwige. Disons, le réchauffement climatique, c'est quoi? Eh bien, je dirais presque à mon regret, c'est ce que nous avions envisagé depuis 50 ans. Voilà, en termes, ce que l'on vit aujourd'hui, c'est ce que notre communauté a, disons, prédit ou envisagé. Alors, je parle en termes de rythme de réchauffement. Hein, disons, ce n'est pas une année après l'autre, mais c'est vraiment une décennie après l'autre. Et on voit bien que les 8 dernières années ont été les plus chaudes que nous avons connues depuis 150 ans à l'échelle planétaire. En termes d'accélération de l'élévation du niveau de la mer, nous en étions à 1-2 mm disons, par an dans la deuxième partie du XXe siècle. Nous en sommes à 3-4 mm maintenant et c'était prévu. Ce n'est pas une surprise pour notre communauté. Ce n'est pas une surprise non plus le fait que ce réchauffement climatique se traduit par une intensification, par des événements intenses, par des événements extrêmes plus intenses ou plus fréquents, ou les deux quelquefois. Quand on parle d'événements extrêmes, ce sont Les à la fois, incendies, disons, les vagues de chaleur, des sécheresses, dont la conjonction effectivement favorise clairement les incendies. On voit ce qui se passe en Amérique du Sud actuellement, mais aussi disons, ça peut être aussi au-delà de ça, ça peut être dans certaines régions les cyclones, mais aussi les pluies torrentielles. C'est aussi quelque chose d'important qui peut faire, disons, les conséquences du réchauffement climatique sont surtout perçues à travers ces événements extrêmes. C'est bien, disons, en France, mais aussi dans tous les pays du monde. Ce sont les événements extrêmes qui sont à l'origine des dégâts. Donc, pour résumer, je ne veux pas être trop long, ce que nous vivons actuellement et ce que nous avions envisagé, ça veut donc, ça nous invite collectivement à accorder de la crédibilité à ce qu'envisage cette communauté d'ici 2050 et au-delà. Je crois que c'est le message que je souhaite laisser. et alors si on écoute cette communauté, effectivement, je me retourne vers vous, Michel Derdevé, si on écoute cette communauté scientifique, quelle est la priorité des priorités aujourd'hui, ce qu'il faut faire avant 2050 ? Bonjour à toutes et à tous. La priorité, par-dessus tout, serait d'arriver, et Jean l'évoquait à l'instant, à une décarbonation à l'horizon 2050. Et j'aurais envie de dire, je crois que le titre, c'est transition ou rupture. On voit bien que transition, si c'est transition, ça peut s'étaler, ça peut prendre du temps, et c'est pas au rendez-vous de l'agenda climatique que Jean Jouzet vient d'évoquer. Donc, on est plutôt dans la nécessité d'avoir des ruptures. Puis, on est à la cité de l'économie. D'entrée de jeu, il faut quand même souligner le fait qu'on a des contre-signaux économiques.
l'année 2022 a été l'année dans laquelle les entreprises qui produisent, transportent ou distribuent des énergies fossiles, émettrices de CO2, ces entreprises ont réalisé des surprofits. 3 trillions de dollars, 4 trillions de dollars en 2022 versus 1,2 trillion de dollars en 2021. Donc ça veut dire qu'on a un paradoxe qui est que l'exploration, production de ces énergies qu'on va piocher dans le sous-sol, alors qu'il faudrait qu'on soit sur des énergies décarbonées. Et quand j'entends des énergies décarbonées, ne tombons pas sur le paradoxe très français où on oppose nucléaire et renouvelable. Le nucléaire et les renouvelables doivent être convoqués au rendez-vous de l'agenda climatique, mais on voit bien que le sens de ce qui fonctionne au plan économique sur la planète, c'est pas ça. Les économies en développement, en Afrique ou ailleurs, demandent à fonctionner avec des fossiles, avec un argument qui consiste à dire vous en avez profité, les économies avancées, donc il n'y a pas de raison que nous, aujourd'hui, qui en avons besoin, ne bénéficions pas de ce type de production énergétique. Et donc il y a un déséquilibre, un non-alignement entre le constat que les scientifiques ont fait, et Jean a été un des plus éminents à porter ce constat-là, et puis le calendrier politique et économique, comme si finalement, par un effet d'hystérésis, les économies du passé, les modes de fonctionnement passés avec des énergies fossiles continuaient toujours et encore à être prédominants. Donc c'est inquiétant parce qu'on ne peut pas dire que les politiques n'ont pas porté le discours. La COP21, Jean en a été un des acteurs, font qu'on a senti qu'au niveau des décideurs politiques, il y avait un frémissement. Mais nonobstant, l'économie ne suit pas, les décisions ne suivent pas, et tout se passe comme si, pour reprendre une formule de Marx, l'infrastructure fonctionnait de manière découplée avec la superstructure. Donc on a un non-alignement entre les deux. Alors, vous avez très bien effectivement posé cette volonté politique et vous disiez il faut aller vers la rupture et ce décalage entre le temps et l'urgence évoquée par les scientifiques et ce temps lent politique, comme si les transformations ne faisaient pas, comme si les prises de conscience n'aboutissaient pas à des transitions, à des transformations. Vous êtes le conseiller scientifique de cette exposition Énergie So What. Vous nous dites la priorité, c'est de décarboner, d'atteindre cette fameuse neutralité carbone. Je vous ai dit, j'aimerais qu'on pose tous les éléments de compréhension pour le public. La neutralité carbone, eh bien finalement, c'est quoi? Parce qu'on emploie souvent beaucoup de mots dans tout ce débat sans savoir forcément exactement ce que c'est. Donc déjà, les énergies fossiles, c'est quoi? Et la neutralité carbone, c'est quoi? Donc, les énergies fossiles, c'est quoi? Non, je vais vous donner quelques chiffres. Et peut-être des chiffres, parce qu'on Oui, croit que 70% de notre énergie en France est nucléaire, mais en fait, c'est 70% de l'électricité. Ouais, voilà. Et ça, c'est très important de le poser. Alors, quelques chiffres au niveau planétaire qui sont... Bon, on a parlé du réchauffement climatique. Il est lié à nos activités. À quelles activités? Nous pouvons le dire très clairement. À nos émissions de gaz à effet de serre. En 2022, c'est 37 ou 38 milliards de tonnes de gaz carbonique à chaque fois qu'on brûle du pétrole, du gaz, du charbon, liés aux combustibles fossiles. On y ajoute 5 à 6 milliards de tonnes liées à la déforestation. Disons, quand on brûle du bois, eh bien, on émet aussi des combustibles fossiles, mais l'intérêt, c'est que, disons, quand la végétation se reforme, eh bien, il réabsorbe cette quantité de carbone. On y ajoute 1 à 2 milliards de tonnes pour la fabrication du ciment. On arrive à 45 milliards de tonnes de gaz carbonique. Et il faut aussi tenir compte de composés qui, disons, autres que le gaz carbonique, qui sont à effet de serre, comme le méthane, le protoxyde d'azote, et toute une série de composés de façon assez simple. Dès que vous avez 3 atomes dans une molécule disons, eh bien, ça vibre et c'est à effet de serre. Hormis les gaz rares, l'azote et l'oxygène, eh bien, disons, par exemple, l'ozone, par exemple, qui a 3 atomes d'oxygène, eh bien, est un gaz à effet de serre. Donc, pratiquement tous les composés, on ajoute à peu près 15 milliards de tonnes. Donc, on est à 60 milliards de tonnes de CO2 à l'échelle planétaire. D'équivalent CO2, dans ces cas-là, on en parle. Alors, au niveau français, on émet à peu près 1% de la population mondiale. On émet un peu moins, autour de 1% également. On est autour de la moyenne. Voilà. Et comment le fait-on? Eh bien, effectivement, en France, notre premier, en termes d'énergie, si on passe à l'énergie, on s'appuie avant tout sur les énergies fossiles. C'est pratiquement 70% de notre énergie qui vient des énergies fossiles. On parle bien d'énergie, de chaleur, pas d'électricité. Quand on parle d'électricité, c'est à peu près, alors
cette année, bon, ça peut être 80% lié au nucléaire, 20% renouvelable. C'est un peu moins au nucléaire sur les derniers mois. Mais en c'est fait, entre il faut 70. des énergies fossiles pour produire notre électricité. Ah ben actuellement, oui. Non, mais il en faut un peu pour produire l'électricité, mais il faut surtout, par exemple, toute la mobilité, la chaleur. Il n'y a pas que l'électricité. C'est la chaleur, l'énergie, la mobilité est aussi. Vous prenez votre voiture, c'est pas produire de l'électricité, mais c'est utiliser des combustibles pétrole. fossiles, c'est de l'énergie, hein, bien sûr. Alors, une fois qu'on a posé ça, il y a aussi d'autres compréhensions à avoir, et c'est ce que montre l'exposition, c'est que pour arriver à cette transition énergétique, pour limiter et stopper ce réchauffement climatique, il y a d'autres défis que la neutralité carbone. Il faut jouer sur d'autres leviers. Il faut jouer, Michel Derdevé, vous allez me le dire, mais il faut réduire la consommation d'énergie, il faut aller vers du renouvelable, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a un mix énergétique aussi à trouver. Il y a énormément de leviers, en fait. Vous avez raison, Olivier. Je tenais à remercier Philippe Gineste de tout le travail qu'on a pu faire avec des équipes de Citéco autour de l'expo, puisque l'idée, quand même, c'est d'embarquer le visiteur et donc le citoyen dans les changements. On n'est pas que sur des choix de politique énergétique nationaux, européens ou mondiaux. On est aussi sur un moment de vérité où il faut que l'efficacité, l'exemplarité soit aussi un combat individuel. Je veux dire, à travers les choix, vos pratiques individuelles, il peut y avoir des effets massifs. Et ça suppose peut-être des changements dans un beau pays comme la France quant à la façon de voir le rôle des collectivités, le rôle du local, l'implication des citoyens. Peut-être qu'on est à un moment de bascule par rapport à tout ça, parce qu'on a vécu sur peut-être un demi-siècle ou plus, où on était sur des politiques énergétiques qui étaient un peu top-down, pour prendre un anglicisme. Donc on voit que là, c'est une bascule, et l'idée de l'exposition, vous le verrez à travers l'interactivité, c'est de montrer aussi la complexité des choix. Il n'y a pas des choix, il n'y a pas une évidence. Il y a parfois des hésitations et des zones de priorité. En Europe, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une hésitation entre trois notions: la sécurité des approvisionnements, la neutralité carbone, la durabilité des choix qu'on va faire, et puis l'accès à l'énergie, le prix de l'énergie. Et on voit bien que l'agression russe d'il y a un an, elle a complètement perturbé ce triangle, puisque la sécurité des approvisionnements, on a oublié. On dormait sur nos deux oreilles, et on avait en plus un grand voisin qui pariait sur la sécurité des approvisionnements que la Russie lui donnait, comme si on pouvait commercer avec la Russie de manière neutre en matière énergétique. C'était oublier que l'énergie, c'est de la puissance, du pouvoir, de la géopolitique. Et donc, la sécurité des approvisionnements s'est réinvitée dans le débat. Oui, mais en même temps, est-ce que ça doit ralentir la nécessité de transformer, de transiter vers un autre modèle? Ben non. On voit bien que, pour reprendre la formule d'un ami commun qui s'appelle Christian de Pertuis, le tic-tac climatique, il avance. Ça veut dire que l'horloge climatique, elle avance. Et puis l'accès à l'énergie, vous voyez très bien que les citoyens en Europe et ailleurs ne vont pas accepter de voir la facture monter jusqu'au plafond. En Bulgarie, en 2013, le gouvernement bulgare a été renversé parce que les prix de l'électricité sont devenus inaccessibles, et c'est devenu un sujet politique majeur. Donc, comment on essaye d'équilibrer, d'arbitrer entre tous ces éléments? Moi, j'ai un peu une réponse, parce que je suis un Européen convaincu, qui consiste à considérer que sur le continent européen, on doit continuer cette bataille pour essayer d'imposer une sorte d'exemplarité. Je veux dire, se Par priver rapport au niveau mondial, par exemple, alors. se priver des énergies fossiles importées qui coûtent 700-800 millions d'euros par jour à la balance commerciale européenne, c'est une utilité économique évidente. Développer des énergies renouvelables, donc je reviens sur mon propos de tout à l'heure, nucléaire et renouvelable, endogène, européenne, ça ne peut pas faire du mal. Continuer à travailler sur l'Europe, elle a été pionnière en matière d'évaluation du prix du CO2, de marché du carbone. Garder cet horizon-là, c'est aussi fondamental. Donc voilà, on a un certain nombre de chantiers européens qu'on peut mener, et puis continuer peut-être à se battre au niveau mondial. Mais c'est le sujet des COP, et Jean connaît ça mieux que moi pour avoir vécu. Alors, je dirais qu'en plus du problème climatique, vous nous rajoutez un autre problème, on va dire comme si ce n'était pas assez compliqué, c'est celui de la souveraineté énergétique et de l'indépendance énergétique de l'Europe. Donc, très bien, OK, comment on y va vers cette indépendance énergétique? Là, on va donc rentrer concrètement dans ce qu'on appelle le mix énergétique, c'est ça? C'est le choix de comment on va produire notre énergie. Mais le problème, et vous allez aussi nous en parler, c'est que cette exposition où vous allez pouvoir choisir votre mix énergétique, vient d'Allemagne. C'est ce que vous m'avez dit. Et vous avez dû la transposer en France.
Et je vous ai demandé, pourquoi a-t-il fallu transposer? J'ai la réponse. Là, les questions en Allemagne et les questions en France. Pourquoi? Parce que tout simplement, les choix énergétiques renvoient à des choix culturels, à des choix qui ne sont pas uniquement des choix de raison, ou à des choix économiques, ou à des choix techniques. La question du nucléaire en Allemagne, c'est une question qui renvoie à une certaine vision du paysage, de la nature. Et puis nous, on est plutôt des enfants du pays de Descartes, donc on voit plutôt ça avec des esprits d'ingénieurs. Et donc ça veut dire que parler énergie entre Français et Allemands, c'est d'abord s'écouter avant de parler, et c'est de comprendre la mentalité ou les représentations qu'il y a derrière. Et puis, de grâce, il y a plein de sujets de coopération entre les Français et les Allemands. On a fêté il y a quelques jours le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Bon Dieu, si on n'est pas tout à fait d'accord, c'est une litote entre le nucléaire et les renouvelables, mais travaillons sur les réseaux, sur l'hydrogène, sur le stockage, sur plein de questions sur lesquelles on a des chantiers communs à engager. Et donc, il faut un peu dépassionner, en tout cas, à l'horizon européen, le débat et éviter de s'envoyer la figure des vérités des unes contre les autres, parce que c'est pas faire. Mais là, vous nous parlez de 2 pays. L'Europe, ils sont 27. Oui. Alors, comment on fait? Déjà, on ne s'entend pas à 2 pays. Comment on fait pour s'entendre à 27 pays et pour essayer de trouver une volonté? C'est quoi? C'est une volonté politique qu'il faut, Jean Jouzel, vous connaissez ça par cœur, parce que vous suivez la politique énergétique depuis 20 ans en France. Oui, disons, je partage avec Michel une confiance, alors peut-être unie avant l'Europe. Je me suis pas mal impliqué avec Pierre Larrouturou dans ce pacte finance-climat qu'on a proposé il y a quelques années. Voilà, moi je crois que c'est une chance pour l'Europe, effectivement, d'être. Bon, j'ai d'ailleurs dit mon regret, écrit mon regret dans un rapport du Conseil économique, social et environnemental qu'il n'y ait pas de vraie politique énergétique européenne. François Hollande l'avait dit une fois, mais disons, ça s'est arrêté là. Il n'y a pas de vraie politique. Mais là, il y a un véritable, disons, une véritable ambition d'Ursula von der Leyen en particulier. Peut-être redire quelques chiffres. Quand on parle de neutralité carbone, en gros, il faut arrêter, enfin, ça équivaut à l'arrêt d'augmentation de l'effet de serre. Donc, dans l'accord de Paris, on mettait l'accent sur la limitation disons, du réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, et si possible 1,5 degré. Le bien en deçà de 2 degrés requiert, et c'est inscrit dans l'accord de Paris, une neutralité carbone dans la deuxième partie du XXIe siècle. Mais à l'accord de Paris, enfin pendant la conférence, les pays vulnérables ont, disons, proposé, ont demandé à ce qu'on ait un regard sur ce que serait un monde à 1,5, disons, si on limitait le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et le diagnostic est clair. Donc, il serait beaucoup plus facile aux jeunes d'aujourd'hui de s'adapter à un réchauffement climatique limité à 1,5 degré que s'il était à 2 degrés. Et donc, c'est passé en fait progressivement, en particulier à partir de la COP de Glasgow. Moi, j'ai participé à toutes ces COP depuis 20 ans maintenant. À partir disons, il y a maintenant 1 an et demi, eh bien, progressivement, on est passé des 2 degrés ou 1,5 degré. Alors, on comprend bien que si on veut, plus on est ambitieux dans le niveau de stabilisation, plus il faut une neutralité carbone plus rapidement. Et on associe la neutralité carbone à 1,5 degré à une neutralité carbone en 2050, qui est inscrite maintenant finalement dans la Convention climat à travers, ça a été redit d'ailleurs à Sharm el-Sheikh avec difficulté. Donc, et cette neutralité, ce qui est intéressant, c'est que ça c'est un rapport de 2018, le rapport 1,5, maintenant on est 5 ans après, même 3 ans après à Glasgow, eh bien, dans leurs objectifs, il y a une centaine de pays qui ont inscrit dans leurs objectifs cette idée de neutralité carbone en 2050. La Chine en 2060, disons l'Inde en 2070, l'Arabie saoudite. Et dans ces pays qui sont extrêmement, disons, je dirais, ambitieux, eh bien l'Europe est là, les États-Unis également d'ailleurs, et l'Europe a affiché neutralité carbone en 2050. Et ça a amené à revoir disons, l'ambition européenne. Parce que ce qui est important, c'est bien 2050, mais il vaut mieux regarder dès 2030. Il faut bien voir qu'à l'échelle planétaire, on sait qu'on aura 2 fois trop d'émissions en 2030 par rapport à ce qu'il faudrait pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc on va plutôt vers 3 degrés actuellement. Collectivement, on sait qu'on va vers 3 degrés. Donc ça, c'est clair. Donc, mais l'ambition est là, et j'y adhère complètement. Ursula von der Leyen a dit clairement son objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050 et,
disons, remonter l'objectif 2030 de moins 40% à moins 55%, ce qui en France devrait se traduire par une nouvelle stratégie nationale bas carbone dès l'an prochain. Voilà, donc l'ambition est là. Tout le problème actuellement, donc je suis très en phase avec les textes, avec tous ces textes. Le problème, c'est comment comble-t-on le fossé, et c'est là le débat, comment dans l'action comble-t-on le fossé que nous avons entre les objectifs et la réalité. Vous parlez d'un fossé, vous parlez d'un décalage. Donc, le constat est le même. Et effectivement, c'est ce qu'on a envie tous là de savoir et de mettre en place. Comment on va au-delà des textes? Comment, dans la pratique, on voit les choses évoluer? Parce que 2030, non, on respecte c'est les demain. textes. En France, c'est pas aller au-delà des textes, c'est simplement, c'est inscrit dans la Parce loi. qu'en La 2030, neutralité carbone, elle est inscrite dans la loi. Comment fait-on en Mais est-ce qu'en France? 2030, on aura bien 40% d'électricité renouvelable? C'est inscrit dans les textes. Oui, c'est inscrit dans les textes. Comment est-ce qu'on va faire pour y arriver? Bon, déjà, on a 4% de retard en 2022. On devrait avoir 24 ou entre 24 et 25% si on avait suivi ce qu'on. Enfin, moi, j'étais, disons, en charge de ces aspects dans le Grenelle de l'environnement. Donc, il y a maintenant 15 ans. Donc, j'ai encore les chiffres en tête. Hein, disons, on a 4% de retard en termes de renouvelables en France par rapport à ce que nous avions affiché. Et si nous avions tenu ces engagements, eh bien, nous aurions beaucoup moins de difficultés par rapport à la crise énergétique liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, c'est très clair. Notre indépendance énergétique aurait été plus facile. Et d'accord. Michel Derdevé, j'aimerais éventuellement qu'on essaye d'aller concrètement dans le sujet pour atteindre cette neutralité carbone. Si on fait des choix pour respecter les textes dont vous avez parlé, quels sont les choix qu'il faut faire très concrètement et quels sont les effets de bord qu'ils induisent? Vous parliez des renouvelables, vous parlez du nucléaire. Quelque part, est-ce qu'on a le choix de se passer du nucléaire? Est-ce que ce n'est pas un luxe? Il faut se poser la question. Ça dépend où et ça dépend quel est le consensus politique autour du nucléaire. Ce qui est clair, l'Agence internationale de l'énergie nous dit qu'il faudrait que partout dans le monde, on arrête la prospection, l'exploration, la production de tout ce qui relève des énergies fossiles. Donc, par exemple, on pourrait envisager que ça soit un message qui soit porté, partagé par les grands groupes industriels partout dans le monde. Parce qu'on ne peut pas à la fois être schizophrène, on ne peut pas à la fois dire il faut plus de renouvelables et en même temps continuer à mettre des milliards d'euros dans une activité dont l'AIE, qui n'est pas, c'est pas un cercle d'économistes enragés ou autres. L'AIE, c'est une structure extrêmement sérieuse. Voilà, qu'est-ce qu'on fait et comment on questionne par rapport aux orientations? On est dans un endroit où on parle souvent de finance. La finance verte, on en parle, mais il faut qu'elle soit challengée dans l'ensemble des choix économiques faits par les organismes financiers, quels qu'ils soient, publics, privés, et que ça ne reste pas une sorte d'affichage parfois un peu cosmétique. Donc voilà, c'est toute une série de questions qui méritent d'être adressées, que parfois les conseils d'administration adressent. Parfois, dans des entreprises extrêmement importantes, certains membres des conseils d'administration posent des questions, challenge, ou les actionnaires quand il y a des assemblées générales. Mais tout ça, ça doit participer des changements à mettre en œuvre. Et pour le continent européen, ça veut dire, pour être concret, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut peut-être nourrir le débat avec nos amis allemands sur le fait qu'on ne peut pas en même temps avoir à certains moments le bénéfice d'un parc électronucléaire français qui, quand il sera remis en état, exporte. Ben, de la même manière que nous, en France, il faut qu'on reconnaisse l'intérêt, parfois, d'importer de l'électricité éolienne photovoltaïque allemande. Et l'équilibre des réseaux se fait à travers la complémentarité, les échanges, les interconnexions entre pays européens. On en parle très peu des réseaux. Est-ce que vous savez qu'au niveau mondial, les investissements sur les grandes infrastructures énergétiques, c'est de l'ordre de 600 milliards d'euros par an, d'après les chiffres que l'AIE aussi délivre. C'est colossal. Si on veut faire que les réseaux nous alimentent les uns et les autres de manière pertinente, performante, il y aura des sommes conséquentes à mettre. Mettons-le dans le débat. Tout ne sera pas dans la fermeture sur soi, l'autonomie énergétique. C'est ce que j'allais vous dire. On ne peut pas juste résumer en termes d'autonomie. Il faut voir d'une manière plus systémique. Est-ce qu'on dépasse l'horaire autorisé par Philippe? Donc on s'en va, Philippe, on prend les manteaux, on y va, on évacue la salle. C'est marrant, je l'avais jamais eu ce petit message. Donc effectivement, non, il est 17h30 pile. Donc... On a été trop long. Donc on va encore avancer dans notre débat et ensuite vous donner la parole. Du coup, j'ai un peu perdu le fil quand même.
C'est dommage. Et Sur on ces était sur connexions, voilà, et se dire, voilà, autonomie on peut énergétique pas et réseau. simplement se dire la France doit produire sa propre énergie. Il faut voir ça d'une manière plus Et systémique même, au niveau européen, c'est ouais, ça? et même, parfois, l'utopie, elle est portée au niveau local. Il y a des textes européens qui concernent les communautés énergétiques locales ou les communautés énergétiques citoyennes. Ça renvoie, pour ceux qui ont lu Paul Veyne, à cette idée. Paul Veyne appelait ça le mythe du domaine romain, c'est-à-dire des endroits où finalement, de manière fermée, entre soi, on produirait ses tomates, on ferait son fromage et tout, comme si l'énergie pouvait relever que de modes fermés sur eux-mêmes. Ben non. Enfin, moi, j'ai passé 35 ans de carrière, notamment dans des industries de réseau. Heureusement qu'on est connecté entre les départements, les régions. La Bretagne produit 8%, terre qui est chère à Jean de son électricité. 11, je proteste. Ah, 11. Ça s'est amélioré depuis Non, que tu as. non, c'est pas moi. renouvelable. Non, c'est anecdotique, mais j'avais dit 10, j'étais avec Le Drian, il m'a dit 11. Quoi. Bon, mais 11%, ça veut dire qu'il y a quand même, si mes calculs sont bons, 39% d'électricité à trouver ailleurs. Et donc, heureusement que la Bretagne est connectée avec d'autres régions françaises, et heureusement que la France est connectée. Vous regardez tous les jours sur le site de RTE, vous avez l'échange frontière par frontière. C'est très illustratif. Nous exportons parfois, nous importons aussi parfois, et tout ça, ça se fait selon la météo, le prix de marché, la disponibilité des moyens de production. Donc voilà, sortons de cet esprit franco-français. On est très heureux quand on arrive à cultiver cet esprit un peu national, voire nationaliste. Et faisons attention. Le monde en réseau, c'est une belle philosophie de solidarité. Alors aujourd'hui, pour produire l'énergie, effectivement, la France importe beaucoup de choses, son uranium, importe aussi des terres rares pour construire les énergies renouvelables. Et donc, c'est ce que vous me disiez quand on a préparé cet entretien, Jean Jouzel. Pour l'instant, on est assez tranquille parce que toute la pollution liée à l'extraction de l'énergie, elle n'est pas en France. Et donc, est-ce qu'il y a aussi ce débat-là à se dire, est-ce qu'il ne faut pas accepter, pour produire une énergie qui soit plus locale, d'avoir aussi les contraintes et les conséquences. La produire localement, bien sûr, impose certaines contraintes et il n'y a pas, je pense, de façon de produire de l'énergie sans que personne ne s'y oppose. Il y a toujours des opposants, quelle que soit la façon dont vous produisez l'énergie. Enfin, j'ai découvert quelque chose la semaine dernière qui, pour le moment, n'a pas d'opposants, mais j'en parlerai après. Mais non, je le dis, dans mon pays, j'en ai un, on a inauguré 65 trackers. Voilà. Donc, ce sont vous savez, des mâts avec, en fait, ce sont des panneaux solaires sur plus de 117 mètres carrés à chaque fois. Donc, c'est les poulets de Janzé. Donc, ils se sont tous équipés avec des trackers, tous les paysans, tous les éleveurs de poulets de Janzé. Et en gros, ils vont produire à peu près l'électricité qu'ils utilisent sur l'année. Et donc, j'ai demandé, est-ce qu'il y a des opposants aux trackers? On m'a dit non, pas encore. Donc, voilà. Donc, mais bon. Donc, revenons à la question. Oui, effectivement, il y a des opposants nucléaires, mais on voit bien que sur l'éolien, il y a aussi de l'opposition. Sur l'éolien en mer, il y en a également. Il commence à y en avoir un peu sur le solaire. Il peut y avoir compétition avec la biodiversité, c'est tout à fait exact. J'ai aussi inauguré la première pierre d'usine de méthanisation. Il y a effectivement des fois aussi des mouvements par rapport à la méthanisation. Et je crois qu'il faut, disons, prendre cet ensemble et accepter. Et quand on parle, on parle, disons, d'extraction du lithium en France parce que c'est nécessaire. Il y a il faut, je crois, que nous acceptions aussi, disons, un peu le revers de la médaille qui n'est quand même pas si terrible que ça. Hein, voilà, donc, mais c'est effectivement, je ne crois pas qu'il y ait de source d'énergie qui ne pose pas problème. Donc, devant tout ça, moi, disons, par rapport à l'énergie, j'aime bien m'appuyer sur le rapport, alors, RTE, donc, qui est quand même, je crois qu'il est très bien fait. Et j'aime bien reprendre par rapport au mix énergétique ces deux conclusions, le point 4 et 5. Je pense que connaître par cœur. Le premier point qui est très important pour moi, c'est que la France n'atteindra pas neutralité carbone en 2050 sans un développement significatif de renouvelables. C'est très important. C'est le premier point. Le deuxième, en gros, alors le texte, ce serait plus facile si on avait un peu de nouveau nucléaire. Si on avait du nouveau nucléaire. Si on ne fait pas de nucléaire, c'est très difficile. Voilà, c'est la conclusion du rapport. Voilà, mais je pense aussi que la production d'énergie passe par la sobriété au départ. Disons que l'efficacité énergétique, et c'est d'ailleurs dans la loi, il reste inscrit dans la loi, donc comme j'en ai été rapporteur à l'époque,
enfin, dans la loi de 2015 qui reste d'ailleurs, reste inscrit l'idée de consommer 2 fois moins d'énergie en 2050 qu'en 2015, je crois. C'était ça, ou enfin, ouais, là-bas, je sais, peut-être 2010, c'est pas grave. Alors, RTE a dit c'est pas facile, alors on va prendre que moins 40% dans le rapport RTE. Hein, mais quand même, il y a bien cette idée d'économiser de l'énergie au départ qui est aussi extrêmement importante. Donc, on a vu effectivement qu'on a produit de l'énergie. On parle beaucoup de la production du mix énergétique. Et effectivement, il y a l'utilisation qu'on fait de cette énergie. Et là, c'est beaucoup plus large, effectivement, comme champ, parce qu'on va aller sur un champ vous parliez de la Convention citoyenne pour le climat, qui a parlé de tous ces champs-là. C'est le transport, c'est la mobilité, c'est le logement, c'est la nourriture. Et là, quelque part, on va peut-être un peu respirer dans la salle, parce que ça ne dépend plus de l'Europe ou de la France ou de toutes les décisions qui nous échappent. Mais on peut se dire qu'on peut être un peu plus acteur, non? Dites-nous. Bah oui, mais on est aussi acteur au niveau européen, on vote. Hein. Il y a des élections européennes dans un an, Tout donc à fait. n'hésitez pas à Et faire peut-être preuve dans de notre votre quotidien, je voulais Voilà. entendre. Mais C'était dans notre, peut-être. non, mais dans notre quotidien, bien sûr, mais on a eu des éléments qui ont beaucoup surpris les experts. C'est ce qui s'est passé depuis 4 mois, 5 mois en matière de consommation d'énergie. Et on a eu des phénomènes d'élasticité ou de flexibilité ou d'agilité qui fait que les Français, alors certes, parce qu'il y avait le phénomène prix, donc il y avait aussi le phénomène pouvoir d'achat. Il n'empêche que 9-10% de consommation d'électricité en moins, on a trouvé que c'était quand même assez étonnant. Moi, je me rappelle, j'avais fait un entretien avec des médias, c'était en septembre-octobre, et je ciblais ça comme une perspective en haute, notamment en référence à ce qui a été le cas du Japon après Fukushima, où les Japonais qui n'avaient plus de moyens de production, et comme le réseau japonais est coupé en deux, il y a un Japon du Nord et un Japon du Sud qui n'étaient pas interconnectés, ils se sont retrouvés au Nord avec la nécessité de restreindre la consommation. Ils y sont arrivés. Nous, on l'a fait sans connaître un moment de crise comme Fukushima, mais ça veut dire qu'il y a des marges complètes d'adaptation, c'est le mot magique, hein, des citoyens à des contextes différents. Donc, parions sur cette intelligence-là, sur la capacité qu'il peut y avoir. Et le discours des politiques ne doit pas porter uniquement sur des choix de moyens de production. Il doit aussi en permanence accompagner la dimension efficacité. Mais de mémoire, c'était le cas quand le président de la République à Belfort a parlé énergie. Il y a un des 3 éléments de son propos. Il parle des renouvelables, il parle du nucléaire, mais il parle aussi d'efficacité. Donc Oui, voilà, c'est... l'efficacité, mais si tu vas voir sur le site de la SNBC, Oui. il y a efficacité SLBC, et de la stratégie nationale bas carbone, Carbone, efficacité, sobriété. bien sûr. Ah, ce sont 2 choses. Pour moi, l'efficacité, c'est faire les mêmes choses avec moins d'énergie, c'est bien, sauf peut-être pour les producteurs d'énergie quelquefois, mais disons c'est bien. La sobriété, c'est un peu faire attention, se poser des questions par rapport à ce qu'on fait. Et justement, vous parliez du porte-monnaie, du coût qui avait peut-être incité justement et permis cette baisse de 9 à 10% de la consommation d'énergie. Vous aviez aussi l'idée de pourquoi pas avoir des mécanismes carrément d'incitation pour encourager à aller consommer moins, pour aller encore plus loin. Oui, alors ça s'appelle l'effacement, et c'est un dispositif qui a été mis en place pour les gros consommateurs d'électricité, qui sont rémunérés par... Donc, c'est les industries, par ces exemple. industries qui sont rémunérées au prorata de leur capacité à un moment donné de ne pas consommer. Si on a un moment critique sur une période d'une heure, 2 heures, 3 heures, on va leur envoyer un signal, et si ces industriels peuvent ne pas consommer, ils vont recevoir une rémunération en conséquence. Moi, ce que je propose avec d'autres amis économistes, c'est qu'on applique le même mécanisme pour les consommateurs individuels. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a tous été appelés de manière citoyenne, dans le cadre d'EcoWatt, à éventuellement différer à un moment donné. Mais après tout, ça peut aussi avoir une valeur économique. On est à Citéco. Si c'est vraiment tellement précieux que des centaines de milliers de Français s'effacent à 18h, 19h le soir, ben moi, je considère que sur leur contrat, il doit y avoir des dispositifs où il y aura une rémunération. Ce n'est pas révolutionnaire. Le gestionnaire de réseau britannique, National Grid, l'a mis en place il y a quelques semaines en valorisant l'énergie non consommée au moment critique pour le réseau. Donc, ça serait utile pour le réseau, utile pour la planète et utile pour le porte-monnaie. Donc, c'est des dispositifs, il faut faire preuve d'imagination. Mais on est malheureusement, là comme dans d'autres secteurs, en France, dans une culture de l'offre. Et on n'est pas dans la culture de la demande, de la citoyenneté. Voilà, c'est tout un consumérisme à mettre en place.
Et des changements d'habitude, du coup, et de conscience. Il y a un autre levier que vous trouviez intéressant, je crois, Jean Jouzel, c'est, vous parliez d'efficacité, c'est d'accentuer aussi l'effort sur la recherche pour aller vers des nouvelles solutions et favoriser cette efficacité, la rendre encore plus efficiente. Oui, je crois que la recherche a, disons, a beaucoup à faire dans les années qui viennent sur ces domaines énergétiques. Donc, bien sûr, ça peut être le cas pour le nucléaire. On parle beaucoup des SMR, de beaucoup de nouvelles choses. On peut parler aussi à long terme de la fusion nucléaire, mais je crois que c'est pas. Enfin, disons, les délais sont tels qu'en tout état de cause, même si ça marchait, c'est pas ce qui nous, disons, sauverait du problème climatique parce que c'est trop loin. Mais c'est aussi beaucoup de recherche sur, effectivement, euh, par exemple, le stockage de l'énergie. C'est essentiel pour le développement du renouvelable. Et il y a des progrès énormes. Il faut bien voir que le coût, bon, d'abord par rapport à l'ICHS, c'est la première fois où le GIEC consacre dans le 6e rapport un chapitre complet à la demande. Ça, c'est très important, et non pas à l'offre, justement. Voilà. Et puis, il y a vraiment beaucoup à faire voilà, sur comment on développe le renouvelable, parce que c'est vrai que dans quelques pays, le nucléaire va se développer, mais bon, le nucléaire actuellement, c'est 5% de l'énergie primaire, c'est 2% de l'énergie finale à l'échelle planétaire. Hein. Je parle bien, c'est important d'avoir ces chiffres. Et même si ça se développait, ça n'atteindrait pas ça. En énergie finale, ça ne dépassera jamais 5% à l'échelle planétaire. Donc, Énergie primaire, énergie finale, c'est bon pour tout le monde ou pas? Oh, ça a besoin d'être. disons, ouais. Ouais, enfin, un quiz. Et Michel va mieux expliquer. Non, bon, voilà. Mais bon, non, je veux dire simplement pour faire simple que atteindre la neutralité carbone à l'échelle planétaire se fera largement à partir de renouvelables. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je pense que la France va garder beaucoup d'expertise dans le renouvelable. Parce que à l'échelle planétaire, c'est ça que je veux dire simplement. Où on n'atteint pas la neutralité carbone, où on l'atteint globalement à travers le renouvelable, bien sûr. Et qui dit renouvelable dit aussi donc cette problématique du stockage. Oui, du stockage. Et ce que je voulais dire, par exemple, le coût du stockage a été divisé par 6 en 10 ans. Le coût de l'éolien terrestre a été divisé par 6 en 10 ans. Ce sont des chiffres du dernier rapport du GIEC qui sont importants et ça va se poursuivre, je pense. Donc voilà, donc il y a aussi, en fait, il me semble qu'une des questions sur le nucléaire, c'est le coût actuellement. Disons, en dehors de toutes les autres questions, c'est, disons, le coût. Disons, est-ce que vraiment dans 15 ans, le nucléaire sera compétitif avec le renouvelable? Ce n'est pas sûr du tout. C'est une des questions qu'on doit se poser. Et que c'était avec Christian de Pertuis avant-hier qu'il se pose. C'est la question dont on discutait. Son argument, c'est est-ce que ce sera vraiment rentable dans 15 ans, le nouveau nucléaire ou pas par rapport au renouvelable? Alors, on peut peut-être parler là de l'expertise du rapport RTE que vous citiez et que je vous conseille d'aller consulter, effectivement, qui est très clair et qui examine cette notion de coût, Michel Derdevet, sur les différentes solutions, quel est le coût. Et je crois que selon les différents scénarios mis en place, le coût finalement est assez similaire. Il n'y a pas... tout est cher. C'est ça le problème. C'est un peu ça. Mais la question qui est aussi sous-jacente, c'est qui porte le coût? Est-ce que c'est nous tous, citoyens? Est-ce que c'est des investisseurs? Si c'est des investisseurs, est-ce que c'est des investisseurs français, européens, extra-européens? Parce que j'évoquais tout à l'heure dans mon fameux triangle l'indépendance énergétique. Si on fait financer des investissements de manière massive par des investisseurs extra-européens, on aura beau tenir les plateaux sur la souveraineté, l'autonomie stratégique, on aura l'air malin, quoi. Donc, les entreprises chinoises ont acquis depuis 15 ans 4 gestionnaires de réseaux de transport d'électricité en Europe. Donc, aujourd'hui, il y a des pans entiers des infrastructures électriques en Europe qui ont été acquis par les Chinois. Dans quel pays vous Portugal, Italie, Grèce et nord de l'Allemagne. Et ces acquisitions se sont faites parce que les Chinois, de manière très intelligente, ont compris que les réseaux, c'était aussi des données, des informations. Et donc, à travers la possession d'un réseau, on peut monitorer l'activité économique d'un pays et donc savoir si c'est intéressant ou pas dans ce pays d'acheter telle entreprise qui produit ou ne produit pas à telle heure ou en volume annuel selon tel niveau. Et donc, on a un vrai sujet de souveraineté, d'autonomie, mais aussi dans la façon dont on laisse ou pas les investissements se réaliser en France et en Europe dans le domaine énergétique. Donc voilà, c'est des questions ouvertes. Mais quand on voit les volumes
des investissements, par exemple, sur le nouveau nucléaire, 55-60 milliards. Enfin, on a Quand vous dites des volumes colossaux. nouveau nucléaire, on parle de l'EPR, c'est ça? C'est l'EPR2, oui. La deuxième filière. Okay. Mais ce sont quand même... ces investissements sont du niveau des importations fossiles actuellement. C'est aussi, Voilà. ça peut être ça même beaucoup plus de 100 milliards. Ça peut non, si disons, du point de vue de la balance commerciale, on est même gagnant si, en faisant ces investissements d'autonomie énergétique, que ce soit sur le nucléaire ou le renouvelable. Disons, c'est bien ça qu'il faut voir. Mais on revient encore, et vous venez de le souligner, à cette question de volonté politique, en fait. Moi, j'entends dans ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il faudrait revenir à une sorte de planification et est-ce qu'on y est, en fait, à une planification industrielle, je ne sais pas, pour mettre en place, dire telle année, telle année, telle année, tel investissement, et on va vers tel... Oui, c'est nécessaire, mais en essayant aussi d'éviter, Edwige, si vous me permettez, de tomber dans trop de technocratie. Enfin, trop de technocratie tue la technocratie ou tue la démocratie. Et donc, moi, je suis un fervent militant du fait que nos assemblées, démocratiquement élues, débattent énergie. On ne peut pas être sur des choix aussi fondamentaux sans que l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement européen, les gens pour qui nous votons, nous, en tant que citoyens, n'aient pas de vrais débats de fond, apaisés, non polémiques. C'est des sujets suffisamment engageants pour qu'on ait, et malheureusement, au fil du temps, toute cette tradition, quelque part, a été un peu oubliée. Et donc, on est sur des choix tellement impactants, que, quelle que soit la qualité des collaborateurs, des conseils ou des structures de l'État ou de l'Union européenne, il faut qu'on vise à cette boucle-là, notamment si on est sur des choix qui ne sont pas évidents au niveau des citoyens. On voit bien, Jean le rappelait, qu'il y a des oppositions partout. Il y a des opposants au nucléaire, il y a des opposants renouvelables. Donc, comment on fait consensus, comment on embarque tous les citoyens, c'est un vrai sujet. On a, dans l'exposition, on a construit certains panneaux par rapport à cette question-là majeure. Et j'allais dire justement, revenir à cette exposition, l'intérêt de former les citoyens, d'éduquer les citoyens pour qu'ils soient à même justement de pouvoir après, en toute conscience, voter et participer à ce débat démocratique. Et ne pas se laisser manipuler par les réseaux sociaux, où vous allez avoir des adeptes de l'anathème sur tous les sujets. Vous allez avoir à longueur de tweets ou de LinkedIn des attaques d'une violence, d'une virulence qui est terrible et qui n'aide pas à faire de la pédagogie et à expliquer le sujet. Alors peut-être, on va prendre des questions dans le public, mais j'aimerais juste, avant, peut-être que vous donniez, vous parlez des réseaux sociaux, vous parlez de désinformation, quelques sites, quelques endroits où on peut aller justement se renseigner, s'informer en toute sécurité, entre guillemets. Oui, alors je vais commencer sur le climat. Donc je pense que c'est important. Enfin, disons, les rapports du GIEC sont accessibles quand même. Et puis, bon, vous allez, notre institut, l'Institut Pierre-Simon Laplace, on répond à toutes les questions que vous vous posez sur l'évolution du climat. Voilà, on essaye de faire beaucoup de conférences. Sur les aspects climat, il y a beaucoup disons, d'accès facile à de l'information, je pense, très fiable. Voilà. Donc, Et en ce qui concerne la transition énergétique. Sur l'énergie, moi, j'aurais deux. D'abord, il y a l'Agence internationale de l'énergie qui fait des rapports remarquables et très à la fois globaux et parfois sectoriels. Donc, le site de l'AIE est formidable. Et sur les questions de coûts qu'on évoque souvent, avec là aussi parfois des approximations, allez sur le site de la Cour des comptes. La Cour des comptes n'a pas régulier fait des rapports sur la question énergétique. C'est extrêmement fouillé, extrêmement nourri, documenté. C'est des rapports épais. Et vous pourrez y trouver sur tel ou tel versant une évaluation fiable. Donc voilà, moi, c'est les deux sites que j'aurais envie de vous conseiller. Il y a d'autres publications, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une question par ici. Oui, bonjour. Il a été mentionné par Jean Jouzel qu'il n'y a pas de production énergétique qui ne trouve pas des détracteurs. Il n'a pas été mentionné cet après-midi, la géothermie. Oui, j'aurais pu, oui, pour le moment. Et quelle place cette géothermie occupe-t-elle dans le mix énergétique total? Est-ce que ça a un futur? Oui, je pense qu'on n'exploite pas assez, y compris la géothermie de surface. Quand on parle de pompes à chaleur, c'est ce qu'on commence à faire, les pompes RO, aller chercher de la chaleur dans le sol. Mais c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas d'opposition. Et en région parisienne, il y a quelques beaux exemples, mais il semble qu'on pourra faire beaucoup plus sur, disons, à la fois, à la fois disons, utiliser la géothermie, mais aussi comme moyen de stockage. Moi, je vais au Mans dans quelques jours, disons, inaugurer un moyen de stockage saisonnier qui est un stockage dans le sol. C'est assez intéressant.
Hein, donc, ce n'est pas que la géothermie, mais le problème, c'est le stockage saisonnier. Hein, et donc, le sol, disons, globalement, hein, disons, c'est quand même lié à la géothermie d'une certaine façon, à cette capacité de stockage. Donc, comme moyen de stockage, il y a beaucoup à faire également. Donc, oui, je pense que je suis de ceux qui pensent que la géothermie n'est pas assez développée. Hein, disons, alors, il y a évidemment de la géothermie très profonde où on va chercher de l'eau chaude, mais même l'eau relativement disons, en région parisienne, par exemple, ça marche quand même de façon relativement satisfaisante. Et la question dans la question, c'était ce que ça représentait dans le mix énergétique actuel en France. C'est rien actuellement. Je ne sais pas, Michel, tu sais, hein, c'est pratiquement rien, moins de 1%. Ah, oui, ouais, c'est presque rien. Donc, c'est tout un secteur à développer avec du stockage. Merci. Il y avait une autre question par là. Oui. Oui, bonjour. Donc, d'abord, je voudrais vous dire toute mon admiration pour votre travail. Vraiment impressionnant. C'est très sincère. Donc, hier soir, j'étais à à la commission chauffage de ma copropriété. On a 800 logements et on a fait 15% d'économie depuis le début de la saison de chauffe. Voilà. Et donc, il y a peut-être une difficulté avec le titre de la table. On parle de changement climatique. Le terme n'a pas été toujours changement climatique. Au début, on parlait de réchauffement climatique et puis ça a été modifié et atténué, je trouve. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas changer de terminologie, parler de réchauffement à nouveau, de réchauffement global, de dérèglement, d'emballement? Donc, vous avez parlé de plus 3 degrés au rythme actuel où nous allons. Est-ce que vous tenez compte des boucles de rétroaction positives? Non, alors effectivement, moi j'aime bien garder le terme réchauffement parce que c'est bien ce qui est à la base de ce que l'on vit, c'est-à-dire que l'effet de serre, c'est une augmentation de la quantité de chaleur. On augmente le chauffage, donc j'aime bien parler de réchauffement, en gros. Hein, on augmente la quantité de chaleur disponible. Moi j'aime bien le mot dérèglement, mais voilà, je ne suis pas intervenu sur le titre ici, mais j'aurais peut-être pu le faire. Mais c'est vrai que je pense que le terme réchauffement déjà est quand même plus explicite que simplement changement. Dérèglement, c'est intéressant parce qu'effectivement, la réalité, c'est, disons, des événements extrêmes qui deviennent plus intenses. Il y a un dérèglement qui se superpose à un réchauffement moyen. On peut parler, donc j'aime bien aussi le terme dérèglement. Donc le terme emballement, non. Alors, de la fin, non. On ne tient pas compte dans les 3 degrés des emballements possibles. Donc, disons, à échelle. Voilà. Le titre de votre ouvrage, Michel Derdevey, que vous avez publié l'année dernière, c'est dans l'urgence climatique. On est dans l'urgence. Non, mais alors, bon, je vais faire de la publicité quand même, j'ai le droit. Donc, voilà. Donc, je suis commissaire scientifique d'une exposition qui va ouvrir au mois de mai, je crois. Hein, donc, à la Cité des Sciences, une exposition permanente sur plus de 1600 mètres carrés, donc pour une dizaine d'années. La Cité des Sciences a compris qu'on ne peut pas avoir une exposition sur la mobilité, une autre sur l'énergie, une autre sur le bâtiment et l'urbanisme. Et donc, c'est une exposition dont le titre est aussi Urgence climatique. Donc, on se rejoint, Michel. Et monsieur, peut-être, c'est intéressant, je voudrais, vous dites que vous avez atteint 15% d'économie, c'est ça, d'énergie, et du coup, c'est passé par quoi, très concrètement? Tout simplement, peut-être, mais c'est peut-être intéressant. Eh bien, c'est simplement qu'on vivait dans une boulimie énergétique, on va dire, et que nous avons baissé la température de chauffage de consigne à 19 degrés. J'avais quand même aussi une question, le plus 3 degrés qui est prévu, est-ce que cela tient compte des boucles de rétroaction positive à l'échelle mondiale? Enfin, disons les boucles de rétroaction positive, oui, la première, c'est celle de la vapeur d'eau. Hein, disons, l'amplification principale, l'amplification principale du réchauffement, c'est que la vapeur d'eau est le premier gaz à effet de serre, et avec le réchauffement, on a plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et ça amplifie le réchauffement. Et ça en tient bien compte. On tient bien compte de la boucle positive aussi liée au changement de l'albédo, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait moins de surface, moins de surface englacée ou enneigée. Donc tout ça, c'est quand même bien pris en compte dans ça. Alors, on ne tient pas compte, alors ce dont on ne tient pas compte, c'est par exemple la possibilité d'émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, de méthane par la fonte du permafrost. Ça peut ajouter quelques dixièmes de degrés. Hein, c'est évalué, mais dans ces 3 degrés, ce n'est pas pris en compte pour le moment. Mais les boucles de rétroaction majeures sont quand même bien prises en compte.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, j'avais une question. On parle d'urgence, justement. Vous en parliez déjà il y a 20 ans. On en parle toujours. Et finalement, ces urgences n'arrivent pas. Et la question que j'avais envie de poser aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la société est prête à une rupture? On est transition-rupture. On voit bien qu'une transition lente, la société s'y fait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la société française et ou européenne passe vraiment en mode rupture pour aller à la vitesse dont on pense tous qu'il faudrait aller? Merci pour votre question. Alors, qui veut répondre? Alors moi, justement, moi je pense que c'est l'économie qui mène le monde, qui conduit le monde. Donc on est là à la cité de l'économie. Et je pense que voilà, il faudrait vraiment que, par exemple, les renouvelables soient compétitifs, deviennent compétitifs par rapport aux fossiles. Il y a deux façons de le faire, attendre ou bien donner un prix au carbone. Donc voilà, il faudrait une vraie décision, et on en parle, disons, aux frontières européennes. On voit la difficulté aussi parce que ça renchérit le coût de l'énergie, mais voilà, il faut une vraie rupture. On a quand même fait quelque chose. J'aime bien dire, je ne veux pas terminer sur une autre, enfin, je ne suis pas optimiste du tout, mais disons, il y a 20 ans, puisque vous l'évoquez, je parlais très souvent des 4 à 5 degrés. Et maintenant, on parle plutôt de 3 degrés dans la deuxième partie de ce siècle. Ça veut dire, c'est pas qu'on n'a pas rien fait, mais disons, ce qu'on va faire, ce qu'on a promis faire sur les 20 prochaines années, devrait nous éviter 4 ou 5 degrés. Donc, c'est pas, voilà, mais il faut aller vraiment au-delà, il faut accélérer. Voilà, mais pour moi, c'est largement économique. Et c'est là où je pense que l'Europe devrait jouer un rôle de leader qu'on ne joue pas suffisamment. Donc, il y a une carte à jouer en termes de développement économique. Cette transition, elle se fera. C'est-à-dire que ne pas la faire, c'est accepter que le réchauffement se poursuive indéfiniment. Donc, elle se fera. Il faut se placer dans cette perspective. Et donc, je dirais, les secteurs d'activité, voilà, les pays, et on pense plutôt, disons, à une compétition Europe, Chine, États-Unis, qui, disons, s'impliqueront premiers dans ce développement de sobriété en carbone, en tout cas de neutralité carbone, gagneront économiquement. Alors, ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est ma conviction. Donc, c'est là qu'il faut agir, diminuer les coûts, voilà, accepter quelques inconvénients quelquefois, c'est vrai aussi. Voilà, c'est tout ça qu'il faut faire. Mais disons, si l'économie nous emmène, ça peut aller relativement vite quand même. C'est ce que dit le GIEC aussi. Techniquement, on serait capable en 2030 d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire de pratiquement diviser par 2 par rapport à ce vers quoi on va, simplement à partir des technologies disponibles. Voilà, c'est écrit dans le rapport du GIEC. Après, c'est un peu plus dur parce que c'est toute une question d'investissement. Il faudrait, disons, on voit bien, voilà, donc 500 avions achetés par l'Inde, par exemple, ils seront toujours en train de voler en 2050. Et c'est des vraies questions. Il faudrait que, pour atteindre la neutralité carbone, il faudrait que chaque investissement d'aujourd'hui soit évalué par rapport à sa capacité à ne pas émettre en 2050. On voit bien la difficulté. Juste un petit mot pour rebondir, et encore une fois en accord avec Georges Jouzel sur l'Europe. Pour être pertinent et performant au niveau européen, on a des questions éminemment juridiques et politiques à envisager. Pour l'instant, dans les traités, on a donné des compétences pleines à l'Europe dans 3 types de politiques. Politique agricole, politique commerciale commune et politique de concurrence. Est-ce qu'en 2023, il n'y a pas des sujets qui s'appellent la défense, qui s'appellent la santé, qui s'appellent l'énergie, sur lesquels l'Europe, elle pourrait être le niveau pertinent d'action pour les 450 millions de citoyens européens? Donc, vous voyez, si on convient tous que le sujet climatique ou énergétique est en haut de la pile, est-ce qu'on peut le faire avec un article 194 du traité de l'Union européenne qui dit, alors je vous le donne parce qu'il est assez amusant, c'est un article schizophrène. Il dit au début, il y a des sujets vachement intéressants entre les Européens, c'est les interconnexions, c'est la sécurité d'approvisionnement. Mais le paragraphe 2 de cet article 194 nous dit, ah oui, mais le choix des mix énergétiques relève des États membres. Et puis, chaque État membre peut décider comment il constitue sa sécurité d'approvisionnement. Donc, on ne peut pas, vous conduisez une voiture comme moi, on ne peut pas faire à la fois frein et accélérateur. Donc, ça ne marche pas. Et là, on est à un moment de l'histoire où d'aucuns, moi j'en fais partie, on milite pour qu'on franchisse le pas, fort de l'agression russe en Ukraine,
on se dise, et au fort des phénomènes de réchauffement climatique qu'on a évoqué tout à l'heure, ben, on est mûr pour passer. Et il y a un terme en philosophie, on appelle subsumer. Subsumer une question, c'est l'aborder de manière globale. Ben oui, il faut qu'on subsume nos approches nationales et qu'on les résolve de manière globale au niveau européen. C'est un vrai challenge et c'est aussi une question politique pour les citoyens que nous sommes tous en vue des européennes de 2024. Merci. Une autre question? Je vais conclure. Vous m'entendez? Je suis promoteur et gérant immobilier, donc c'est une industrie ô combien polluante, mais dont on ne va pas échapper, on aura toujours besoin de construire. Et je voulais revenir sur le sujet de géothermie. Donc ça, il y a eu des exemples à Paris. Je crois que rue de Grenelle, il y a un immeuble récemment. C'est un sujet que je regarde pour l'un de mes projets en ce moment. Ça demande des longues distances, de la profondeur. Ça demande souvent des déclarations à la mairie ou des permis de construire. Et il se trouve que maintenant, étant donné qu'on est très pollueur comme industrie, on est très intéressé à la fois sur la réduction, la neutralité carbone opérationnelle, mais aussi en amont au moment de la construction, plutôt qu'un démolition-reconstruction, essayer de reprendre ce qu'on fait. Mais on se retrouve face à par exemple, des autorités locales qui nous délivrent ces sujets-là, qui ne sont pas presque aussi avancés qu'à l'Union européenne ou au niveau gouvernemental, et qui n'ont peut-être pas la pédagogie que vous pourriez leur faire, et qui ont des autres choix politiques locaux aussi, et qui, dans les cas, je vais vous donner un exemple concret, la mairie de Paris va faire valider son prochain plan local d'urbanisme, qui est vraiment le document structurant de leur choix entre les logements, les bureaux et le mix, comme vous parlez de mix énergétique, leur mix immobilier. Et aujourd'hui, en fait, si vous regardez, ça n'a pas été encore voté, mais à partir de 1000 m², je crois, il y aura une obligation sur plus de 3000 immeubles à Paris de faire du logement social, ce qui est très bien. Mais ça veut dire que l'équation financière et économique ne marche plus. Et qu'est-ce que d'autres de mon industrie vont faire? Ils ne vont rien faire. Alors que c'était souvent une déclaration, un permis en vue de rénover, de consommer moins, donc vers cette transition. Et en fait, on va garder un stock immobilier qui continuera encore plus à polluer. Et donc, il y a ces contraintes. Et la question que j'avais, c'est est-ce qu'il y a une forme d'éducation, de pédagogie aussi vers ces comités de municipalité, etc. Alors, moi, je ne sais pas répondre. Donc, mais une question que vous avez peut-être regardée, est-ce que la loi d'accélération du renouvelable parle de la géothermie? En quels termes, justement? Non, moi, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Bien sûr. Ce qu'on consomme avant même d'avoir un locataire sur place. Et donc tous ces sujets-là, on les compare. Et donc la géothermie rentre dans ce calcul-là. Mais en fait, on est presque trop en avance. Et les gens qui nous autorisent à le faire ne sont pas encore là. Et donc ça recule, et comme nous, on cherche à construire des immeubles qui seront là en 2050, et en fait ce qu'on fait là, c'est la même chose que vos avions. Bien sûr. On a ce problème. Oui, mais il ne vous a pas échappé qu'au niveau, au niveau de la SNBC, c'est une neutralité carbone bâtiment en 2050. Enfin, c'est ce qui est inscrit. Donc c'est quand même comment bah, voilà, c'est toute la difficulté, parce que même les matériaux de construction, c'est déjà, disons, effectivement émetteurs. Oui, je sais bien. Bien sûr, il y a des ciments qui gagnent, oui. Voilà. Ah ouais, plus en plus. Oui. Maintenant, on essaie de récupérer des endroits où c'est mieux fait. Donc on remonte, au niveau de nos études de carbone, en fait, il y a des sites qu'on remonte de plus en plus. Donc les questions sont plus pour remonter. Mais on cherche à s'intéresser à faire des choix au moment de nos fournisseurs aussi. Mais ça demande du temps, des investissements patients et la coopération à tous les niveaux. Et ça, on n'a pas encore complètement. Et c'est peut-être un nouvel exemple aussi de ce décalage qu'on voit entre le constat et puis la mise en œuvre. Votre question, moi, j'aurais deux observations plutôt que deux réponses. D'abord, c'est qu'il faut, de la part de l'État, un peu de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut... il y a peut-être une surréglementation sur les questions énergétiques, et peut-être qu'il faut à un moment donné alléger. C'était l'esprit de la loi que Jean évoquait sur l'accélération des ENR, parce qu'on est en plein dans le sujet. Deuxième élément, faisons confiance un peu à l'expertise de plus en plus grande des collectivités.
les collectivités locales, territoriales ont de plus en plus de compétences, d'ingénieurs. Il y a 20 ans, 30 ans, ce n'était pas un secteur sur lequel peut-être beaucoup de jeunes allaient. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, dans les mairies, dans les conseils régionaux et ailleurs, il y a des compétences, de l'expertise, donc à même peut-être de régler de manière plus courte et plus rapide les questions que vous évoquez. Donc, et puis, troisième remarque, comme nous, Maison de l'Europe de Paris, on est très en lien avec la mairie de Paris. S'il faut vous faciliter les mises en contact avec le bureau 3622 qui s'occupe de la question de la géothermie, on pourra vous aider avec grand plaisir. Voilà, donc on le fera avec grand plaisir pour vous connecter, c'est la moindre des choses. Une piste concrète. Une dernière question, et puis on va conclure cette conférence, monsieur. Oui, merci. En fait, je suis par là, monsieur Jouzel, deux petites questions, dont la première, qui s'adresse d'ailleurs à vous, au moins pour la première. Oui, vous avez dit, je vois deux solutions, attendre ou comment dirais-je, ou faire que les prix baissent, etc. Moi, j'en vois une troisième que vous n'avez pas évoquée, c'est le rationnement. Un peu moins libéral que ce que j'entends depuis le début de cette soirée. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la pertinence, de la justesse des procédés qui consistent à raser des forêts ou des morceaux de forêt ou des trouées pour implanter des panneaux photovoltaïques? Voilà, donc, oui, la deuxième question, c'est le débat autour de Cestas. Il y a 1000 hectares de forêt. Moi, j'aime bien le rapport RTE qui nous dit quand même qu'on a en France les surfaces nécessaires, disons, sans aller jusque-là. On a quand même les surfaces nécessaires pour faire, disons, pour atteindre nos objectifs en solaire. Voilà, j'ai bien aimé les trackers, c'est pour ça que j'ai cité, ça prend pas trop de place quand même. Bon, voilà, il y a peut-être aussi des problèmes, mais se développe l'agrivoltaïsme, hein, disons, donc voilà, peut-on combiner, c'est vraiment combiné sur des mêmes parcelles, production d'énergie bon, et vraiment agriculture. Maintenant, oui, pour être bon, je suis pas de nature très très libérale non plus, mais bon, oui, on a beaucoup discuté. Bon, j'ai beaucoup travaillé avec des gens comme Pierre Calam sur les quotas individuels et tout ça pour revenir un peu à votre idée de rationnement. Voilà, ces idées-là circulent aussi et je m'y suis intéressé. Voilà, donc le problème d'avoir un quota individuel sont des idées aussi qui sont proposées par certaines personnes. Disons non, avec beaucoup de bon sens, je crois, mais c'est difficile à mettre en œuvre. Merci beaucoup pour vos questions, pour votre attention, et merci, messieurs, pour merci nous avoir beaucoup transmis votre expertise. Je rappelle en 2 mots, Michel Derdevet, votre ouvrage Dans l'urgence climatique, donc urgence climatique, penser la transition énergétique. C'était chez Gallimard, c'est aussi chez Folio maintenant. Et un livre à paraître, Jean Jouzel, Climat itinéraire d'un pionnier. Ce sera dans quelques temps aux éditions Ouest France. Voilà. Merci beaucoup. Je vous rappelle l'exposition, vous allez la voir. Et puis sinon, c'est jusqu'au 28 mai. Bonne soirée à tous. Et merci à vous, Edwige aussi. Merci beaucoup.